Comme ça, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement pour protéger ses enfants. C'est ce que ses avocats ont osé dire au tribunal de grande instance de la Gombe, devant le juge, le procureur. Ses avocats ont dit que M. Marcelo, c'est ce qu'il a dit. M. Marcelo a dit qu'il n'a pas voulu se marier civilement, donc à la mairie ou à la commune belge, avec Esther, parce qu'il aurait voulu protéger ses enfants. Ah bon, hein? Urgent, le pasteur Marcelo Tunazi a été menacé d'être relevé de ses fonctions pastorales et face à cela, il confie la direction de l'église La Compassion à son fils aîné. Tu n'as pas fait parler sur lui. Tu es resté sage parce que vous n'avez pas le même levain. Sincèrement, on a beau te condamner, pasteur Marcelo, tu n'es pas pareil que pasteur Marcelo. Et toi-même, tu as quitté l'impudicité, tu vas te marier. L'autre là, il vit dedans. On dit, il prend gun. Il prend gun. Quand il doit mourir, les petites filles là, il met gun sur les textes. Et qui se remarient, qui sont dans la fornication, parce que la Bible, Donc, tout ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la famille. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on est en train de rédiger, il faut le papier en béton. On n'a pas besoin de papier. Donc, on nous parle tout comme si nous, on le connaît. Ça est une république démocratique du Congo. Justice, paix, travail. C'est la première fois que la diaspora congolaise se soulève pour demander justice par rapport au décès de la femme d'un pasteur. Et pas seulement la diaspora congolaise, mais la diaspora africaine. Monsieur le Président Tshisekedi, je pense que c'est quand même dommage parce que j'ai regardé, je crois, une émission où on dit aussi que le président Tshisekedi, il est entouré par des pasteurs américains. Vraiment, il est vraiment serré, collé par des pasteurs. Impossible de s'en sortir. Les pasteurs qui vont se faire initier aux États-Unis et qui reviennent pour manipuler. Et d'ailleurs, vous allez voir même dans son gouvernement, j'ai vu une petite là qu'il a nommée, je ne sais pas si c'est d'où. L'église est devenue son terrain politique. Moi j'ai fait les diplômes, première année de droit. Mais c'est pas possible. Moi, je pense qu'un pays sérieux, on doit déterrer Blanche, on fait l'autopsie, on ouvre une enquête. Parce que là, ça c'est la honte du Congo Kinshasa. C'est une honte totale. Et je vous informe que c'est la première fois, j'ai jamais vu ça, depuis que je suis né, des gens faire des marches pour demander la justice par rapport au décès de la femme de quelqu'un. Vous voyez que si ce problème-là aboutit, vous allez voir les Ivoiriens vont se lever également pour demander justice par rapport au décès de la femme de Makosso. Et les Gabonais vont se lever pour demander justice. C'est-à-dire que partout, il y aura des soulèvements par rapport à ces gens-là. Finissons d'abord avec le christianisme. Après, on va prendre l'islam. On va prendre le bouddhisme. On va nettoyer l'Afrique de toutes ces saletés-là. Finissons avec le christianisme. Parce que ce sont les plus nombreux. Il y a des gens qui me disent, Chocolat, pourquoi tu ne t'attaques pas aux imams? Mais attendez, ça arrive. Vous savez pas pourquoi? Tous les imams, on va les exposer ici. Les imams, on va exposer les imams ici. Déjà, le Coran même, il y a le russophone en Côte d'Ivoire qui a fini avec le Coran. Il y a des gens qui ont balayé tout ce qui est Coran. Nous, maintenant, c'est la vie aussi des musulmans qu'on va exposer. Les faux musulmans. Les faux imams, les imams baiseurs, les pédeurs, on va les exposer, les violeurs. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc, nous suivons l'affaire avec beaucoup d'attention. Juste vous informer qu'il y a eu une grande marche hier. Et il y a même un fou qui a piétiné la photo du faux pasteur Marcelo. Et c'est grave. C'est grave. C'est la fin. On peut tromper les peuples pendant longtemps. Mais il faut savoir qu'il y a des animaux qu'on ne tue pas dans la forêt. Même au village, là, il y a des animaux domestiques qu'on ne tue pas parce que leurs esprits sont terribles. Ils vont venir vous tourmenter. Merci beaucoup aux chères dames, les Africains qui ont mené cette marche-là, pour la libération vraiment du peuple congolais. Hein? C'est Constant Moutamba qui était censé s'occuper de ces problèmes-là. Lui aussi, il est venu. Je vais fermer les églises. Je vais fermer les églises. On s'est même appelé Constant. Aujourd'hui, on me dit qu'il est condamné 10 ans de prison pour détournement des fonds publics. Mais c'est normal, Constant Moutamba. C'est-à-dire que les ancêtres te donnent une mission. Toi, on te croit, tu peux en train de t'agenouiller devant des faux pasteurs. Un pasteur qui frotte Tchatcholi comme il s'appelle comme un pasteur de Lisa. Ok, je vais poster sa photo d'abord, ce connard-là aussi. Voici les gens qui les aident à avoir la puissance, à avoir la foule. Toi qui es dans l'église de Marcelo Tunasi, je rends gloire au Seigneur. Le couple de la France et une sœur depuis la RDC qui m'avait écrit, qui m'avait appelé, on a parlé, ils ont dit, tout ce que tu dis, c'est comme si tu étais dans cette église. Et ça nous a permis de voir clair. Tu dis des choses, c'est comme si tu étais dans cette église. Les amis, on ne vient pas ici contre la chair de Marcelo Tunasi, mais contre les œuvres infructueuses de ténèbres. Aujourd'hui, si Marcelo Tunasi peut se repentir, nous allons glorifier ensemble le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'une âme aille en enfer. Il a payé un grand prix pour nous. Blanche Tunasi, comment est-ce qu'elle a trouvé la mort? Comme ça, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement pour protéger ses enfants. C'est ce que ses avocats ont osé dire au tribunal de grande instance de la Gombe, devant le juge, le procureur. Ses avocats ont dit que M. Marcelo, c'est ce qu'il a dit. M. Marcelo a dit qu'il n'a pas voulu se marier civilement, donc à la mairie ou à la commune belge, avec Esther, parce qu'il aurait voulu protéger ses enfants. Ah bon, hein? Mais il a dit quoi devant l'église? Que le mariage avec Esther l'a sauvé, n'est-ce pas? Donc, on croit qui? Qui dit vrai, qui ment? Lui-même. Donc, Marcelo dit autre chose, Tounas, il dit autre chose. Hein? Je vous fais un petit tour. Premièrement, le 27 août 2025 a eu lieu au tribunal de la Gombe. Il y a eu une assignation pour M. Marcelo Assoumani Jérémy au tribunal pour la famille. En tout cas, je vous mets l'assignation devant vous. La famille a demandé l'annulation du jugement qu'il est parti établir le 23 août 2025. Alors,
le pasteur Marcelo est accusé de fraude bancaire, de falsification, usage de faux, d'accord. Il a fait signer une liste de présence aux membres de la famille, une partie des membres de la famille de Maman Blanche, d'accord. Et il s'est désigné, lui-même, il s'est auto-désigné liquidateur des biens de Maman Blanche, alors que sur l'acte de décès, Maman Blanche est célibataire. Ok, Maman Blanche est célibataire. Elle est célibataire en tout cas sur l'acte de décès. Comment pouvez-vous vous désigner vous-même liquidateur des biens d'une personne qui de son vivant était célibataire? Ok. Et le pasteur Marcelo a touché au compte bancaire de Maman Blanche. Donc il est parti faire un jugement avec les signatures frauduleuses qu'il a eues en disant que c'était une liste de présence. Il est parti faire signer à certains membres de la famille et par ses signatures, il est parti au tribunal pour se faire désigner liquidateur de tous les biens de Maman Blanche. Ici, la famille demande une ordonnance de la suspension exécutive du jugement qui a eu lieu le 23 août 2025, rendu par le même tribunal de grande instance de Kinshasa. Marcelo, lui qui n'était pas pressé de se marier, lui qui n'était pas pressé de vouloir faire les choses, pourquoi aller aussi vite au tribunal? Pourquoi falsifier des signatures? Pourquoi faire signer à certaines personnes en leur montrant que c'était la liste de présence pour montrer bien qu'ils étaient dans la réunion chez lui, alors que c'était absolument pas... Et en fait, ils étaient en train de lui donner l'accord pour devenir liquidateur des biens qui leur revenaient, parce qu'ils sont ce qu'on appelle les héritiers de la deuxième catégorie. C'est la loi congolaise. Ici, il n'est pas question d'argent, non. Il faut savoir que quand on naît, il y a l'acte de naissance qui prend place pour montrer que nous sommes humains, administrativement parlant, et quand nous mourons, l'acte de décès fait office. Ok? Et il faut savoir que si vous êtes marié, vous êtes passé à l'officier, devant l'officier de l'état civil, vous avez acté votre mariage, vous devez absolument repartir pour le divorce si vous voulez dissoudre le divorce, ou votre mariage en fait si la personne est morte. Simplement. Simple. Et pour ce fait, il faut un jugement en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour que monsieur Assoumani Marcelo, il est obligé de dissoudre son premier mariage. Donc, à l'instant où on parle, les amis, monsieur Marcelo Assoumani Jérémy est toujours marié, administrativement parlant, à Maman Blanche. Officiellement, devant l'État, Marcelo est toujours marié à Maman Blanche tant qu'il n'a pas fait les démarches nécessaires comme passer dans ce tribunal et faire la dissolution des biens, des héritiers. En fait, c'est un passage obligé au tribunal. C'est un passage obligé pour qu'il soit considéré comme veuf. Il est obligé de dissoudre son mariage. En fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand certains viennent dire que la famille est là pour demander de l'argent, ils veulent l'argent de Maman Blanche, ils veulent l'argent, ils ne sont là que pour l'argent. Non. Il faut savoir qu'à partir du moment où le tribunal, oui, parce que le tribunal de la Gombe l'a dit, le procureur, le juge a dit que monsieur Marcelo a fait une fraude bancaire. Il y a de l'abus de confiance, il y a l'usurpation, il y a faux et usage de faux. Dans ce dossier, ça peut enchaîner le pénal. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc les avocats de la famille de Maman Blanche sont en train d'agir intelligemment. Que vous le vouliez ou pas, de toute façon, le civil est un passage obligé pour ceux qui ne le savent pas. C'est un passage obligé. Obligé. C'est un passage obligé. Donc ce n'est pas question d'argent, mais c'est question de faire les choses dans les règles. C'est ce que lui disait le grand frère. Il faut d'abord dissoudre le mariage avant d'aller se remarier. Parce qu'à l'instant où on parle, si le pasteur Marcelo se serait marié civilement, il aurait été dans 2 mariages en fait. Il aurait été marié 2 fois, il aurait fait de la bigamie. À toutes ces personnes qui suivent ce dossier, sachez qu'à ce jour, son mariage avec Maman Blanche est toujours acté. Il est toujours marié à Maman Blanche, administrativement parlant. Le pasteur Marcelo est toujours marié à Maman Blanche, ok? Donc avec Esther, son mariage est nul. C'est un mariage qui n'existe pas devant la loi puisqu'il ne s'est pas marié civilement. Donc tout ce qu'il a fait là, il vit en concubinage avec Esther. Ses avocats l'ont même dit qu'il ne s'est pas marié civilement parce qu'il veut protéger ses enfants. Donc, protéger ses enfants contre qui et pourquoi? Posez-vous la question, posez-lui la question. Donc, pour ceux qui se posent des questions, jusqu'à preuve du contraire, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement avec Esther. Il est toujours marié à Maman Blanche. Pour pas comprendre. Il faut savoir que la décision du tribunal n'a pas encore été donnée. La décision du tribunal, c'est totalement normal qu'ils prennent le temps de décider, qu'ils battent retrait et qu'ils décident de donner la conclusion dans 1 ou 2 semaines. Donc jusqu'à maintenant, personne n'a gagné le procès, personne ne sait ce que le tribunal a dit comme conclusion. Il doit recevoir une plainte. Parce que pasteur, tu n'as dit si quelqu'un doit recevoir une plainte là, c'est lui qui a rendu ton dossier lourd. Parce que lui-même, en ce moment-là, sa copine porte plainte contre moi. Donc moi, j'ai fait cette vidéo pour t'interpeller. La personne qui doit porter plainte, c'est Makoso. Parce que c'est lui-même qui a fait un panel où il y a eu 21 000. Toi, quand sa femme est décédée là, tu n'as pas fait panel sur lui. Tu es resté sage parce que vous n'êtes pas le même level. Sincèrement, on a beau te condamner, pasteur Marcelo, tu n'es pas pareil que pasteur Makoso. Et toi-même, tu as quitté l'impudicité, tu vas te marier. L'autre là, il vit dedans. On dit, il prend gun. Il prend gun. Quand il doit mourir les petites filles là, il met gun sur le texte. Et qui continue encore. C'est-à-dire que malgré qu'il avait l'autre go que j'ai dévoilé là, il a des go en sort. Il a des go encore, pardon. Donc il mouille. Nicapol est venu dire ça, il dit qu'il avait une petite. Quand Makoso a mis un gun sur son congolo, je code. Pour la mougou. Ne pas qu'elle parle, c'est pour ça que Sarah Messon ne parle pas. C'est pour ça que Sarah Messon ne dit rien. Donc si tu dois porter plainte sur le blogueur là, c'est Makoso là, c'est lui en premier. Mais je sais pas pourquoi tu veux porter plainte contre tout le monde. Quand l'affaire arrive, on parle. C'est là, on devient des enquêteurs, vous savez que voilà, c'est le gossip, hein. On enquête un peu, on parle un peu. On parle pas comment. On doit comprendre ce qui s'est passé. C'est pas tous les blogueurs, tu peux pas prendre l'avocat, ton avocat même, il s'exprime très mal. C'est lui que tu as amené pour s'exprimer, pour parler de ton affaire qui a porté plainte. Voilà, vous savez parler français. On sait pas de quel français il parle, hein. Franchement, je comprends pas. Hein, si je trouve son extrait, je vais vous passer la vidéo de son extrait ici. J'avais vu ça quelque part, j'ai capturé, j'ai perdu. Il parle français gauche. Donc si je trouve ça là, je vais vous mettre ça en fin de vidéo, vous allez voir. Si vous ne voyez pas, c'est qu'il n'y a pas trouvé la capture. Parce que j'étais passé sur un blog et puis j'ai vu l'avocat en train de dire qu'il y a une plainte contre tous les blogueurs. J'ai dit c'est Makoso. Comme lui l'envoie ses go porter plainte contre moi là. C'est lui qui a rendu l'affaire lourde. C'est lui qui est devenu détective privé. On sait plus, je n'ai pas vu la marche.
On ne sait pas quelle position. Maintenant, il va aller au Gabon-Bénin. Il rend les dossiers, lui, puis il dépose. Donc, c'est à lui qu'il faut plainter. Les plaintes, là, nous tous, on va recevoir ici. Chaque personne qui intervient dans chaque histoire, désormais, c'est plainte. Et quand la France va nous dire déposer, ils vont nous jeter, parce que déjà, on est dans un pays, et puis c'est nous, on vient régler toujours plainte. Même le Whitey pour pas plaindre comme ça. Il dit, on va porter les plaintes, on va se plainter, on va se blesser. Donc, voilà. Maintenant, la femme qui s'habille comme la défunte là-haut, c'est quelle histoire de porter même habillée que la maman? C'est quelle justice? C'est quelle, je comprends pas. Oui, il faut justice pour maman. Blanche. Mais est-ce qu'en marchant, on aura justice? Est-ce que vous avez pris les avocats qu'il faut? Parce que la marche, c'est bien de dénoncer. Mais je crois qu'elle est décédée d'un autre pays. Non, dites-moi où on en est. Parce que vraiment, les hommes de Dieu là, il faut les dévoiler. Moi, je suis d'accord avec vous. Si moi, ma pasteur Marcelo a quelque chose à voir dans ça là, continuez, je vous soutiens dans la lutte. Mais soyez très précis. Soyez ensemble. Moi, je parle un peu de dépose. Mon combat, là, en ce moment, c'est Makosso. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment vous organisez? La marche, pour quel but? La marche, c'est pour manifester, pour que la justice française prenne le dossier en charge? Est-ce que vous avez été porté plainte? Est-ce que la famille est partie avec vous en France pour qu'il y ait une marche? Ou c'est pour à la mémoire? Le soleil s'était déjà couché sur Kinshasa ce soir-là. Les rues étaient encore animées, des vendeurs ambulants criaient le prix de leurs marchandises, les klaxons des taxis collectifs perçaient l'air lourd, mais une autre agitation planait sur la ville, une rumeur persistante, un scandale qui secouait le Congo tout entier. On ne parlait plus de politique, on ne parlait plus de football. Non, les conversations tournaient tout autour d'un seul nom, le pasteur Marcelo. Depuis des années, il s'était imposé comme une figure incontournable de la scène religieuse congolaise. Charismatique, toujours vêtu de costumes sombres aux coupes élégantes, il prêchait avec une voix grave qui hypnotisait les foules. Des milliers de fidèles remplissaient son église chaque semaine, persuadés qu'il détenait les clés du miracle. On racontait que des malades s'étaient relevés, que des sans-espoir avaient trouvé du travail après une simple imposition des mains. Mais derrière cette façade de sainteté, un autre visage commençait à apparaître, sombre, inquiétant, presque démoniaque. Car voilà, depuis quelque temps, les murmures des fidèles ne concernaient plus les miracles, mais l'argent. Les quêtes s'étaient multipliées. On demandait désormais aux fidèles de contribuer non pas en francs CFA, mais en dollars et en euros. Dans une ville où la majorité vivait avec à peine quelques billets pour survivre, l'exigence semblait indécente. Pourtant, la ferveur aveuglait beaucoup de fidèles. Ils donnaient tout, croyant que plus l'offrande était grande, plus la bénédiction descendrait du ciel. « Donne, et tu recevras au centuple », proclamait Marcelo d'une voix théâtrale. Celui qui sème en monnaie forte récoltera en miracle puissant. Et les billets étrangers s'empilaient dans des paniers en osier, remplissaient les coffres d'une église qui, extérieurement, brillait de mille feux. Mais à quel prix? Très vite, des histoires plus sombres circulèrent. On murmurait que certains fidèles, surtout des femmes jeunes et fragiles, avaient mystérieusement disparu après avoir approché de trop près le cercle intime du pasteur. Des veillées de prière qui se terminaient en cauchemar. Des corps retrouvés sans explication claire. Et toujours, l'église étouffait l'affaire. Mais cette fois-ci, la victime n'était pas une fidèle anonyme. C'était Maman Blanche, l'épouse même du pasteur Marcelo. Cette femme, respectée et aimée, avait été aux côtés de son mari depuis le début. Elle l'avait soutenu quand l'église n'était encore qu'une petite baraque de fortune. Elle avait vendu ses bijoux, ses habits, pour financer la première sonorisation. Elle accueillait les fidèles avec un sourire maternel, elle s'asseyait avec les femmes pour les consoler, elle priait avec les enfants. Elle était l'âme douce derrière le géant autoritaire qu'était Marcelo. Et soudain, elle était morte. Enterrée à la hâte, sans que la famille ait pu voir son corps. Aucune autopsie, aucun certificat de décès. Juste une disparition brutale, couverte par des explications vagues. Les rumeurs explosèrent comme une bombe. Il l'a sacrifiée pour accroître sa puissance. Criaient certains. Non, c'est un complot pour salir son image. Répliquaient d'autres. Mais le mal était fait. L'affaire se retrouva en justice. La salle d'audience, un matin étouffant de Kinshasa, était bondée. Journalistes, fidèles, curieux, tout le monde voulait voir de ses propres yeux le procès du pasteur qui avait bâti un empire sur la foi des pauvres. Marcelo entra, costume sombre impeccable, Bible en main, mais visage tendu. Son regard tentait de rester calme, mais ses lèvres trahissaient une nervosité nouvelle. En face de lui, les avocats de la famille de Maman Blanche étaient déterminés. Ils avaient des témoins, des documents, des preuves indirectes. L'un d'eux prit la parole avec force. « Comment expliquez-vous, pasteur, que le corps de votre épouse ait été enterré sans la moindre formalité légale? Comment justifiez-vous l'absence de certificat médical, de rapport d'hôpital ?» Marcelo fronça les sourcils et répondit d'une voix posée, mais ferme. « Je voulais protéger mes enfants. La douleur était trop grande. J'ai pris une décision difficile, mais ce n'était que par amour pour ma famille. » Un murmure parcourut la salle. Certains fidèles hochèrent la tête, prêts à croire leur guide spirituel. Mais d'autres secouèrent la tête,
furieux. Pour eux, c'était une évidence. Derrière ce voile de piété se cachait un meurtrier. La presse, elle, se régalait. Les gros titres du soir hurlaient « Scandale, le pasteur Marcelo accusé d'avoir sacrifié sa femme ». Les plateaux télé multipliaient les débats, les réseaux sociaux explosaient de vidéos et de témoignages contradictoires. Pendant ce temps, dans les coulisses, d'anciens proches de Marcelo commencèrent à parler. Un ancien assistant affirma avoir vu des cérémonies nocturnes étranges, où des animaux, parfois même des humains, murmurait-il d'une voix tremblante, étaient sacrifiés dans l'ombre. Une fidèle racontait avoir été approchée pour participer à un rituel de puissance, avant de fuir en comprenant qu'elle ne sortirait peut-être pas vivante. Et plus les langues se déliaient, plus la figure du pasteur s'effondrait. Mais Marcelo, lui, continuait de nier. Il levait les yeux vers le ciel, proclamant son innocence. Ceci est une attaque du diable. Une manœuvre de Satan pour détruire mon ministère. Cria-t-il un jour devant les caméras, les larmes aux yeux. Certains le crurent encore. Mais beaucoup commencèrent à douter. Car une question restait suspendue dans l'air. Si Marcelo n'avait rien à cacher, pourquoi tant de précipitation à enterrer Maman Blanche? Pourquoi ce silence pesant autour des causes de sa mort? Et au milieu de tout cela, les fidèles, eux, restaient déchirés. Certains continuaient à donner, à remplir les paniers d'offrandes, espérant que le pasteur retrouverait sa gloire. D'autres tournaient le dos, convaincus qu'ils avaient été trompés. Un soir, dans un quartier populaire de Kinshasa, un groupe de femmes parlait à voix basse. L'une d'elles, en colère, déclara « On nous a volés. On nous a manipulés. On a donné nos économies, et lui, il s'est enrichi, pendant que nous restions dans la misère. » Une autre ajouta « Et maintenant, même sa femme, la pauvre Maman Blanche, n'a pas échappé à sa folie de puissance. » Le silence tomba. Ces paroles résonnaient comme une condamnation plus forte que n'importe quelle décision de justice. Dans les coulisses du procès, certains juges hésitaient. Comment condamner un homme qui avait des milliers de fidèles prêts à descendre dans la rue pour le défendre? Mais comment fermer les yeux devant les accusations, les incohérences, les ombres qui entouraient sa vie? L'affaire Marcelo devenait plus qu'un simple scandale religieux. Elle devenait un miroir de tout un système. Celui des pasteurs enrichis par la misère du peuple, celui des églises transformées en entreprises, celui des fidèles sacrifiés, parfois littéralement, au nom d'un miracle. Et pendant que la justice hésitait encore, l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. Pour beaucoup, Marcelo n'était plus un homme de Dieu. Il était l'incarnation de la corruption spirituelle, du pouvoir dévoyé par l'avidité, de la foi utilisée comme une arme. La nuit tombait à nouveau sur Kinshasa, et les rues semblaient bruire d'une seule question. Jusqu'où ira cette affaire? Dans les marchés, dans les taxis collectifs, jusque dans les salons des familles, les discussions tournaient autour du pasteur Marcelo. Les enfants en parlaient comme d'une légende effrayante, les adultes se déchiraient entre défenseurs et accusateurs. On aurait dit qu'un voile venait de se lever sur un monde que tout le monde pressentait, mais que personne n'osait vraiment regarder en face. Dans son église, pourtant, l'atmosphère n'avait pas changé. Les projecteurs illuminaient la scène comme d'habitude, les chorales chantaient des cantiques à plein poumon, et Marcelo, malgré le poids des accusations, montait encore sur la chair. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Ses prêches, autrefois flamboyants, semblaient désormais chargés de nervosité. Il transpirait davantage, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrait la Bible, et son ton, souvent apaisant, s'était transformé en cri de défense. « Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi » s'écria-t-il un dimanche. « Tout ce que vous entendez dehors, ce sont des mensonges. Le diable veut me faire tomber parce qu'il sait que je suis un oint de l'Éternel. » Des fidèles applaudirent, certains pleurèrent même. Mais d'autres restèrent figés, silencieux. L'ombre du doute s'était infiltrée dans leur cœur. La famille de Maman Blanche, de son côté, ne décolérait pas. Ses frères, dignes et fermes, firent plusieurs apparitions publiques. Devant les caméras, l'un d'eux déclara d'une voix ferme. « Nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons pas de négociations. Nous voulons la vérité. Ma sœur ne méritait pas de mourir ainsi, dans le silence, comme si sa vie ne valait rien. Que la justice fasse son travail. » Ces mots firent l'effet d'un coup de tonnerre. Sur les réseaux sociaux, des milliers de Congolais se mirent à partager leur indignation. Des vidéos amateurs montraient des foules en train de scander « Justice pour Maman Blanche ». Mais Marcelo ne se laissa pas abattre. Il utilisa même cette vague d'indignation pour se victimiser davantage. Dans une émission télévisée où il fut invité, il dit avec une voix tremblante, mais calculée. « Je suis crucifié comme le Christ. Ils veulent ma tête parce que je refuse de pactiser avec les puissances des ténèbres politiques. Mais je reste ferme. » L'Église triomphera. Certains applaudissaient encore. Mais beaucoup n'étaient plus dupes.
Un ancien fidèle, autrefois proche du couple pastoral, accepta de témoigner anonymement. Dans une vidéo qui fit le tour de WhatsApp, il raconta qu'à plusieurs reprises, il avait entendu Maman Blanche se plaindre. Elle disait se sentir abandonnée, invisible derrière l'ombre grandissante de son mari. Elle craignait qu'il ne se perde dans sa quête de gloire et de richesse. Elle aurait même confié à une amie proche, « Si un jour il m'arrive quelque chose, ne croyez pas qu'il s'agira d'un accident. » Ces paroles résonnèrent comme une prophétie funeste. Pendant ce temps, dans les quartiers pauvres de Kinshasa, la colère grondait. Les gens commençaient à comprendre que leur argent, leurs maigres économies, finissaient dans les poches d'hommes de Dieu devenus plus riches que les ministres eux-mêmes. On murmurait que Marcelo possédait plusieurs villas, des voitures de luxe, et même des comptes à l'étranger alimentés par les dollars et les euros collectés dans les paniers d'offrandes. Dans un petit bar de fortune, un vieil homme prit la parole devant un groupe de jeunes. « Regardez autour de vous. Nous vivons dans la misère. Mais lui, il roule en 4x4, il boit du vin importé. Et vous voulez encore croire que c'est Dieu qui l'élève? Non mes enfants, c'est notre naïveté qui le nourrit. » Les jeunes hochèrent la tête. Certains d'entre eux avaient déjà cessé de fréquenter l'église. Mais la force d'un homme comme Marcelo, c'était son réseau. Il avait des soutiens haut placés, des politiciens qui l'utilisaient pour manipuler les foules, des hommes d'affaires qui blanchissaient leur argent par ses canaux. Et ses alliés ne comptaient pas le laisser tomber. Ils firent pression sur certains médias, ils intimidèrent des témoins, ils corrompirent même des fonctionnaires. Le procès risquait de s'enliser. Pourtant, chaque jour, de nouveaux témoignages affluaient. Une ancienne choriste affirma que le pasteur l'avait approché pour un rituel spécial. Un jeune homme raconta avoir échappé de justesse à une cérémonie étrange où l'on parlait de sacrifice de sang. Et surtout, un médecin local fit fuiter une information capitale. Le certificat de décès de Maman Blanche n'avait jamais été délivré, parce que son corps n'avait jamais été présenté officiellement dans un hôpital. La vérité devenait difficile à cacher. Et tandis que la justice hésitait, la rue, elle, avait déjà condamné Marcelo. Les graffitis fleurissaient sur les murs de Kinshasa, pas de miracle avec le sang, ou encore justice pour Blanche. Un soir, dans sa villa luxueuse, Marcelo se retrouva seul devant un miroir. Pour la première fois depuis longtemps, son regard se fissura. Derrière le masque du pasteur puissant, il vit l'homme traqué, l'homme dont l'empire s'effondrait. Ses mains tremblaient, ses lèvres murmuraient une prière confuse. Était-il encore convaincu de son innocence? Ou commençait-il à sentir le poids de sa propre faute? Le silence de cette nuit contrastait avec le vacarme de la journée. Mais dans les ruelles de Kinshasa, des voix chantaient déjà une vérité que personne ne pourrait plus effacer. L'argent des fidèles, leur vie, leur foi, avaient été transformés en monnaie d'échange. Et désormais, tout un peuple réclamait des comptes. Le procès reprit quelques jours plus tard. La salle était encore plus bondée qu'auparavant. Cette fois-ci, des caméras internationales avaient été autorisées. Le monde entier allait suivre l'affaire du pasteur congolais accusé d'avoir sacrifié sa propre femme. Lorsque Marcelo entra, une rumeur parcourut la salle. Il semblait amaigri, ses joues creusées, ses yeux cernés. Le poids des nuits sans sommeil se lisait sur son visage. Pourtant, il tenait encore sa Bible, comme un dernier bouclier. Le juge prit la parole. « Pasteur Marcelo, êtes-vous prêt à dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ?» Le silence qui suivit fut glacial. Tous les regards étaient rivés sur lui. Marcelo inspira profondément, ferma les yeux, puis les rouvrit avec une lueur étrange. « La vérité, dit-il d'une voix brisée. La vérité, c'est que je n'ai jamais voulu ça. » Un brouhaha secoua la salle. Certains crièrent, d'autres se levèrent, incrédules. Que voulait-il dire? Était-ce un aveu? Ou une nouvelle mise en scène pour détourner la justice? Les avocats de la partie civile se redressèrent aussitôt. L'un d'eux, un homme au visage carré et au ton sec, s'avança. « Pasteur, si vous n'avez jamais voulu ça, qu'avez-vous fait exactement? Était-ce un accident? Était-ce un sacrifice? Répondez devant Dieu et devant les hommes. » Marcelo baissa la tête. Ses doigts se crispèrent sur la couverture en cuir de sa Bible. Il semblait hésiter entre deux mondes, celui de la vérité et celui du mensonge, celui de la confession et celui de la défense. Ses lèvres bougèrent à peine. Elle était fatiguée, finit-il par dire, d'une voix presque inaudible. Fatigué de quoi? Lança le juge, les sourcils froncés. Fatigué de moi, de cette vie, de tout ce poids. Un murmure parcourut la salle. Certains crurent entendre une explication sincère, d'autres y virent une façon habile de détourner la responsabilité. Mais une chose était claire, Marcelo ne contrôlait plus totalement le récit. La famille de Maman Blanche, assise au premier rang, éclata en sanglots. L'un de ses frères se leva brusquement,
pointant le doigt vers le pasteur. « Assassin! Tu ne mérites pas d'invoquer Dieu avec ta bouche. » Les huissiers de justice durent intervenir pour calmer la salle. Mais déjà, le scandale s'étendait au-delà des murs du tribunal. Dans les rues de Kinshasa, des foules commençaient à se rassembler, brandissant des pancartes « Justice pour Blanche » et pas de sang dans les églises. Les radios locales diffusaient en direct chaque mot du procès. Les gens, accrochés à leur téléphone, écoutaient attentivement. Dans les bus, les vendeurs, les marchés, chacun commentait les déclarations du pasteur. L'affaire était devenue nationale. Pendant ce temps, à l'intérieur, les avocats de Marcelo tentaient de sauver leurs clients. « Votre honneur, nous devons rappeler que nous sommes dans un état de droit. Aucun corps n'a été exhumé, aucune preuve directe n'a été présentée. Tout ce que nous avons ici, ce sont des rumeurs, des accusations sans fondement, amplifiées par les réseaux sociaux. Mon client est victime d'une cabale orchestrée par ceux qui veulent abattre son ministère. » Le juge écouta, impassible. Mais la foule, elle, grondait. Car au-delà des preuves juridiques, il y avait la conviction populaire, cette certitude qui n'est qu'en trop de voix répète la même histoire. Un témoin clé fut alors appelé à la barre, une femme d'une trentaine d'années, ancienne collaboratrice du couple pastoral. Elle tenait un petit sac contre elle, ses mains tremblaient légèrement. Mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Je m'appelle Nadège. J'ai travaillé auprès de Maman Blanche pendant 5 ans. Je l'ai vue pleurer. Je l'ai vue supplier son mari d'arrêter certaines pratiques. Elle me disait souvent qu'elle craignait pour sa vie. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit « Si tu n'as plus de nouvelles de moi, sache que c'est lui. » Un frisson parcourut la salle. Marcelo détourna le regard, fixant le sol. « Et vous, avez-vous assisté à ces pratiques ?» demanda le juge. Nadège inspira profondément. « Oui. J'ai vu des rituels. J'ai vu des fidèles enfermés dans des pièces sombres. J'ai vu du sang. Et je n'ai plus eu la force de continuer. C'est pourquoi je suis parti. » Un cri s'éleva du fond de la salle. « Mensonge !» C'était un fidèle fanatique de Marcelo, qui fut aussitôt expulsé par la sécurité. Mais le mal était fait. La crédibilité du pasteur venait de recevoir un nouveau coup. Dehors, les manifestations prenaient de l'ampleur. La police dut être déployée autour du tribunal pour contenir la foule. Certains scandaient des prières, d'autres des insultes. Les deux camps s'affrontaient verbalement. Les défenseurs du pasteur criaient à la persécution spirituelle, tandis que ses accusateurs réclamaient sa condamnation immédiate. Dans ce tumulte, une vérité apparaissait clairement. Ce procès n'était plus seulement celui de Marcelo. C'était le procès d'un système. Le procès d'une religion dévoyée par l'argent et la soif de pouvoir. Les juges suspendirent l'audience pour la journée. Marcelo fut reconduit sous haute escorte vers un véhicule blindé. Son visage était fermé, son corps voûté, comme écrasé par le poids de l'opinion publique. Ce soir-là, les télévisions diffusèrent en boucle les images du procès. Des experts religieux, des sociologues, des politiciens prirent la parole. Certains dénoncèrent l'influence des pasteurs millionnaires sur une population appauvrie. D'autres appelèrent à la prudence, à ne pas confondre la foi chrétienne avec les abus de certains individus. Mais dans les foyers congolais, la conclusion était souvent la même. Trop, c'était trop. Une mère de famille, interviewée à la sortie d'une église de quartier, dit avec amertume. « On nous a appris à donner pour recevoir. Mais depuis des années, nous donnons et nous restons dans la misère. Ce n'est pas Dieu qui nous vole, ce sont ces pasteurs-là. » Un autre homme ajouta. « Si même sa femme n'a pas été épargnée, alors qui sommes-nous pour croire que nos vies comptent pour lui ?» La colère montait. Certains parlaient même de boycotter toutes les grandes églises pentecôtistes du pays, pour revenir à des petites communautés locales plus transparentes. Marcelo, enfermé dans sa villa, regardait les nouvelles à la télévision. Ses enfants étaient cachés, protégés par des proches. Ses partisans lui téléphonaient sans cesse, certains pour le soutenir, d'autres pour lui demander de fuir avant que les choses ne dégénèrent. Mais fuir aurait été reconnaître sa culpabilité. Et Marcelo, malgré ses failles, n'était pas homme à abandonner si facilement. Il prit alors une décision radicale. Le lendemain, il parlerait devant ses fidèles. Il organiserait un grand rassemblement dans son église, pour réaffirmer son innocence. Certains de ses proches le supplièrent de ne pas le faire. « Pasteur, la situation est trop tendue. Si vous parlez en public, la foule risque de se retourner contre vous. » Mais Marcelo répondit d'une voix ferme. « Si je dois tomber, je tomberai devant mes fidèles. Pas dans le silence. » Le lendemain matin, des milliers de personnes affluèrent vers son église. L'air était chargé d'électricité. Les chants résonnaient, mais derrière eux, on sentait la colère, la curiosité, l'attente d'une vérité.
Marcelo monta sur l'estrade. Il leva les mains au ciel. Ses yeux étaient humides, sa voix tremblante. Peuple de Dieu, on m'accuse d'avoir tué ma femme, celle qui a partagé ma vie, celle qui a été mon soutien depuis le début. On m'accuse d'avoir trahi Dieu lui-même. Mais je vous le dis aujourd'hui, je suis innocent. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai aimé le pouvoir, peut-être trop. Mais je n'ai pas tué ma femme. La foule resta silencieuse. Certains pleuraient, d'autres murmuraient, mais personne n'applaudit. Puis, du milieu de la salle, une voix s'éleva. Alors pourquoi l'as-tu enterré sans qu'on voie son corps? Le silence fut brisé. D'autres voix s'ajoutèrent. Où est la vérité, pasteur? Pourquoi tant de secrets? Marcelo resta figé. Pour la première fois, il sembla démuni, incapable de répondre. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Et c'est là que le peuple comprit. Parfois, le silence dit plus que 1000 mots.